Madame, Messieurs, merci d'être avec nous dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. C'est déjà demain la session extraordinaire du Sénat, une deuxième session assez controversée. Du côté de l'opposition, l'on pense que la convocation de cette deuxième session au niveau de la Chambre basse du Parlement est inconstitutionnelle. Faux retorquent les gens de la majorité. Madame, Messieurs, nous essayons de passer cette actualité brûlante de l'or ici au pays en revue dans le cadre donc de votre émission. Nous essayerons également de parler d'autres sujets d'actualité liés bien entendu au processus électoral parce que là, il faut qu'on se le dise, il ne reste plus d'une année et 5-6 mois pour que nous puissions mettre un terme à ce mandat. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver. Et pour parler de toutes ces questions d'actualité, nous avons le plaisir de retrouver un député. Madame, Messieurs, saluez avec moi l'honorable Albert Fabrice Pouela. Merci et bienvenue. Merci Madame Élisée Odia. C'est un réel plaisir de vous retrouver, de retrouver Congo Web, la grande chaîne de télévision qui fait notre fierté, mais aussi de retrouver vos téléspectateurs, mes compatriotes, et c'est d'ailleurs qui nous suivent à cet instant pour réfléchir autour, pas un concept, mais quelques concepts ou quelques préoccupations sur la vie nationale de la République démocratique du Congo. Il faut dire que tout au long de cette émission, on parle RD Congo, on parle nation, comment faire pour faire de ce pays un pays émergent, un pays développé, un pays à la hauteur de sa richesse et de ses potentialités. Mais on a retrouvé Fabrice Pouela, on vous connaît député national. Mais il faut qu'on se le dise, et les téléspectateurs seront également surpris comme moi. On ne vous connaît pas en tant que président d'un parti politique et pourtant vous l'êtes. Parlez-nous de votre structure. Eh oui, effectivement, vous savez, il appartient à ceux qui peut-être se cherchent encore, mais après un parcours comme le nôtre, vous savez, la politique, même si on peut se retrouver indépendant, mais la politique, on l'a fait avec les autres, on l'a fait en groupe. L'honorable Pouela est leader d'un parti politique qui existe depuis 10 ans aujourd'hui, le Parti pour la Renaissance du Congo, que nous co-dirigeons avec un collègue, honorable André Masumbo-Baya, que je salue au travers de cette émission, et tous les autres membres du directoire de notre parti, et surtout ceux qui sont en train de dynamiser la jeunesse dans le cadre de la génération Renaissance. C'est une coïncidence, certains pensent, oh non, mais parce qu'on récupère, il y a un grand club comme Renaissance. Non, nous existons depuis 10 ans. En fait, les autres sont venus. Mais il faut dire qu'on n'entendait pas parler de vous, hein, mais ouais. vous avez choisi le moment où on parle de Renaissance comme club de football pour parler de votre parti. Non, nous en parlons. Bénéficier un peu de cette aura. Non, mais pour que Pouela soit très bien élu dans le Congo central, il n'avait pas besoin de l'aura de ces partis qui n'existaient pas encore. Et pourtant, c'est dans le cadre de ces partis politiques que nous avons été alliés à l'UDPS pour soutenir la candidature du président Étienne Tshisekedi. J'étais candidat à RECO et c'était en 2011. Et le club Renaissance n'existait pas encore. Donc pour nous, c'est une heureuse coïncidence, pourquoi pas. Surtout que c'est une équipe assez révolutionnaire, mais nous ne trouvons pas d'inconvénient. Mais nous sommes le Parti pour la Renaissance du Congo, dynamisé en tout cas par une grande équipe de jeunes. Nous ne l'appelons pas Ligue des jeunes comme partout ailleurs, mais pour nous c'est la génération Renaissance. Un petit regard en arrière, les gens, pour ceux qui vous découvrent ces 5 dernières années, ils n'ont jamais su que Pouela était dans la majorité présidentielle et pourtant vous l'étiez. Hein? Je suis passé par la majorité présidentielle. Vous savez, l'histoire, on peut tout effacer sauf l'histoire. Je suis entré dans un parti politique qui s'appelle l'Alliance pour le renouveau du Congo. Arc d'Olivier Kamitatou. Mais c'était sans savoir que le président avait son agenda d'embrasser la majorité. Nous, dans notre entendement de départ, nous pensons que l'ARC était un parti progressiste, réellement libéral, animé par le bon sens. Mais nous avons compris, nous avons constaté qu'il y avait tout sauf le renouveau. Et nous avons commencé un grand combat au sein de l'ARC et aussi de la majorité
N'est-ce pas que vous avez entendu parler du courant rénovateur? Le fameux courant avec votre ami qui est maintenant à la CENI, Omba. Oui, Gustave Omba, que nous saluons également, et le bâtonnier Jacques Checha, qui est à Lubumbashi. Nous avons mené un grand combat. C'était une vraie opposition au sein de la majorité. Mais pour ça, nous nous sommes battus et vous comprenez que nous étions toujours animés par un idéal dès le départ. Avoir été dans la majorité ne voulait pas dire accepter l'inacceptable. Mais nous avons fait la différence dans ce sens-là en ayant des idées progressistes. On parle très rapidement quand même de votre parti. Ça ressemble un peu à tous les partis politiques qu'on retrouve ici au pays, c'est-à-dire on ne voit que le chef, mais on ne voit pas d'autres personnes. Et quand le chef n'est plus là, c'est le parti qui disparaît avec. C'est un peu le cas aussi avec nous voulons quand même que ce soit différent avec les partis pour la renaissance du Congo. Pour preuve, c'est que l'honorable Pouela, c'est vrai, nous avons plusieurs personnalités. L'honorable Pouela, en toute humilité, est quand même parmi ceux qui sont les plus en vie, mais il n'a pas besoin d'être forcément président fondateur ou autorité morale. Président à vie? Ou président à vie, non, pas du tout. C'est cette élévation qu'il nous faut au niveau de la République démocratique du Congo pour comprendre que pour être dans un parti politique ou être un acteur politique, on n'a pas forcément besoin d'être président de ces partis politiques. Pour preuve, si c'était le cas ou c'était les critères, Barack Obama ne serait jamais investi candidat président de la République. Il faut que nous arrivions à cela, à dépasser le niveau des partis politiques ligablo ou jardin privé d'un individu, que ne se fait que ce qui a été décidé par l'autorité morale, ou même certaines autorités morales qui ne sont jamais arrivées au siège de ces partis politiques, qui ont toujours renié leur parti politique en se présentant toujours comme indépendants aux élections. Mais nous pensons que nous portons suffisamment ces partis politiques. Vous étiez présente à notre point de presse, à l'activité que nous avons organisée. Nous allons en parler tout à l'heure, mais il faut, revenons un peu très brièvement avec les partis politiques. Il faut dire qu'on est loin de ces vieilles démocraties. Les partis politiques de la RDC ont vraiment du pain sur la planche. Effectivement, on parle démocrates et républicains. Oui. Ici, on parle 481 partis, c'est énorme. Je suis de ceux qui pensent qu'au bout de prochaines échéances électorales, tout parti politique ayant concouru et n'ayant eu aucun représentant, à quelque niveau que ce soit, devrait être appelé à disparaître. Et le moment venu, il y aura une rationalisation de toutes ces différentes formations politiques. Et même, pourquoi j'ai pris des exemples très loin, en revenant sur le leadership des partis politiques, le tout premier président de cette République démocratique du Congo, même si on a tendance à vouloir enterrer sa mémoire, mais le président Joseph Kasavubu n'était pas le président de l'ABACO, loin s'en faut. Mais il a été désigné comme candidat président dans le cadre de ces partis politiques. Donc on n'a pas besoin forcément d'être président ou secrétaire général d'un parti politique pour émerger. Lorsque vous avez des valeurs, qu'on vous découvre, que les autres vous soutiennent. Mais ce qu'il nous faut combattre, c'est cet esprit mesquin à vouloir étouffer certaines valeurs dans des partis politiques. Et c'est ça qui mine plusieurs partis. Alors, la République démocratique du Congo. La Renaissance du Congo, vous avez dit c'est le nom de votre parti. Oui, le Parti pour la Renaissance du Congo. Le Parti pour la Renaissance du Congo, vous êtes un parti de l'opposition. Alors moi, quand je fais quelques recherches, je suis arrivée quand même à répertorier 4 mouvances au sein de l'opposition. On cite l'opposition dite républicaine, c'est celle aujourd'hui pilotée par Léon Kengo Adondo qui est au gouvernement. On parle de l'opposition citoyenne avec Bitakwira. On parle de l'opposition nationaliste avec Steve Mbikai. Vous êtes dans quelle opposition? Nous sommes dans la dynamique de l'opposition politique. Nous sommes dans cette opposition qu'on a appelée radicale. Nous sommes membres de Force Acquise au Changement. Vous nous connaissez suffisamment avec tous nos pères, tous nos amis et camarades d'élite, les Martin Fayoulou, le président Nzulu Nibembe, le professeur Kalele, Jean-Claude Moualimou, Jean-Félix Senga, tous ceux-là qui combattent avec nous, Madame Thatcher, qui sont avec nous comme des combattants, le docteur Beya, plusieurs autres que ceux que je n'ai pas cités, me pardonnent. Mais nous pensons que nous pouvons aller de l'avant. Nous sommes dans cette aile dire qui pensons que la République démocratique du Congo n'est pas à marchander. Son devenir, son avenir ne sont pas marchandés. Nous refusons le dialogue parce que pour nous, il est inopportun. Nous exigeons l'enrôlement immédiat de tous les électeurs
Donc, gage d'un fichier électoral crédible. Vous êtes de ceux-là qui sommes de l'opposition radicale. Puisque vous en parlez, allons-y. Vous êtes de ceux-là qui refusent toute forme de concession, même pour sauvegarder la paix et l'unité au pays. Est-ce que l'unité de ce pays est mise à prix? On a vu en 2006, M. Pouella, oui. Monsieur le député, Pouella, oui. On a vu en 2006, après les élections, c'est qu'il y a eu. On a vu en 2011, et vous voulez que ce soit le cas. Ça continue Non, ainsi. Pas du tout, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, que M. Kabila comprenne qu'il a fait son temps, qu'on arrête des histoires saugrenues, j'en ai lu encore hier et ce matin, des histoires de sondages, non, 60% des Quinois sont favorables à un troisième mandat. Mais qui a été faire ce sondage? Qu'on arrête avec quand c'est défavorable pour vous, vous estimez que c'est pas bien fait. Si c'était le contraire, vous alliez dire oui. Mais est-ce qu'on a besoin d'un sondage après la semaine du 19 au 25 janvier? Il n'y a pas meilleur sondage que celui-là. Mais c'est quoi un sondage lorsque la Constitution a parlé? Lorsque la Constitution a tranché? Mais vous savez, on n'a pas eu un président aussi populaire que Bill Clinton, malgré ses affres, justement, tout comme Obama aujourd'hui. Il a dit, en Afrique, tout dernièrement, qu'il a les atouts pour concourir encore les suffrages des Américains. Mais la loi a déjà dit, la loi a tranché. Il y a des gens qui sont en train de dire que non, il faut qu'il poursuive ce chantier qu'il a commencé. Mais mon œil, de quoi nous parlons? Mais Jésus, le Fils de Dieu, hein, j'ai aimé cet argument qu'on a opposé au président du Congo-Brazza. Mais même Christ n'a pas fini ses œuvres. Ce sont des apôtres. Mais ils sont, je ne cesserai de le dire, ils sont nombreux, les dauphins qui peuvent poursuivre cette œuvre. Il faut dire que par rapport au mandat, vous prêtez des intentions, parce que là, on parle du président de la République, il ne s'est jamais prononcé. Il a toujours dit qu'il allait respecter la Constitution. Et là, on se rend compte que l'opposition que vous êtes ne fait que prêter des intentions. On ne le dira jamais assez. Hein. Vous Madame, en faites une montagne de rien du tout. Madame et chers compatriotes, vous savez, c'est par l'observation, c'est par des attitudes. Il y a des choses qui trahissent. Vous pouvez beau cacher vos intentions, mais il y a des attitudes qui trahissent. Vous voyez un locataire, puisque tous, il nous est arrivé, il nous arrive d'être locataire quelque part. Si pas chez vous à la maison, dans votre bureau. Si pas dans votre bureau, dans le cadre de votre parti politique. Vous allez déménager, vous allez quitter. Mais vous vous mettez à arranger, à rafistoler les plafonds, vous construisez même d'autres ceci, comme c'est à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. C'est vrai, il faut laisser le Congo. Mais tout porte à croire que M. Kabila et tout son cas, ils sont en train de s'arranger, parce que c'est ça le drame. Plusieurs l'induisent en erreur. Nous aurions voulu... Admettez quand même que vous lui prêtez d'intention, parce que ce n'est pas du tout. Oui. Vous exigez par exemple qu'il puisse se prononcer quant à sa non-représentation pour un troisième mandat, mais c'est écrit nulle part. Non. Pourquoi vous tenez à ça? Non, mais lorsque Obama, dans tous ses discours, dit qu'il est en train de partir, il est en train de partir. Quand est-ce que vous l'avez déjà entendu le dire? C'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément qu'il le dise, mais il y a des attitudes qui peuvent les démontrer. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que M. Kabila n'a pas l'intention de partir. Et nous, puisque nous sommes porte-parole du peuple, nous lui demandons de ne pas commettre, parce qu'il a le destin de cette République en main, qu'il ne commette pas cette grossièreté, justement, de penser que le centre du monde, c'est lui. Il peut être le centre du monde, justement, en comprenant, et l'histoire se souviendra de lui, et nous écrirons avec des lettres d'or que nous aurons eu quelqu'un qui, de gaieté de cœur, ce sera la meilleure preuve qu'effectivement il a aimé ce pays dont il dit aujourd'hui que le Congo est debout, mais qui nous laisse continuer à poursuivre cette œuvre de maintenir le Congo debout, et même non seulement debout, mais que le Congo puisse marcher et courir, sinon voler demain. C'est ça, c'est important. Vous venez de le dire, il a le dessein. Donc là, Joseph Kabila, le président de la République, a le dessein de la République entre ses mains. Il peut écrire l'histoire de la RDC sur des lettres de noblesse. Mais il vous demande justement, pour bien écrire cette histoire, comme il a ce dessein entre les mains, venez, parlons, dialoguons par rapport à toutes les divergences qui existent entre nous. Vous refusez. Madame. N'est-ce pas là un paradoxe? En dehors du dialogue intercongolais, qui avait eu d'ailleurs lieu en 2002, en 2003, la transition a commencé. Peu avant 2006, est-ce qu'il y a eu un dialogue?
excusez-moi, on ne va pas inverser, je ne vous pose pas la question, mais je réfléchis à haute voix avec vous. Est-ce qu'il y a eu un dialogue? Je dis non. Il y a eu des élections. Est-ce qu'en 2011, il y a eu un dialogue? Non plus. Mais comment tout cela se sont achevés, toutes ces élections se sont achevées? Excusez-moi, c'est là à procéder de la mauvaise foi justement du régime. Mais il faut justement mettre de garde-fous par rapport à ça pour ne plus récidiver. Par rapport à tout ce qui s'est passé au lendemain des élections de 2006, de 2011, il faut parler de ces choses-là. Madame, cela procède de préalables qu'il faut remplir. Parmi ces préalables, c'est avoir un fichier électoral non corrompu. Un fichier électoral fiable, un fichier électoral qui inspire confiance. Mais l'actuel fichier électoral n'inspire pas confiance. Si les règles du jeu sont clairement établies, avec des arbitres neutres, pas comme des arbitres que nous avons aujourd'hui au niveau de la CENI, dont on connaît la coloration. Oui, on sait qu'il y a les gens de l'opposition là-bas. On vient tout à l'heure de parler de Omba, Gustave Omba, il est là-bas. Il consent, qui ne dit mot, consent. Non, mais qui dirige? Madame, n'est-ce pas que vous convenez avec moi que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, était supposée être dirigée par une personnalité neutre de la société civile? Mais où est l'abbé Malou Malou? Je ne vous pose pas la question, mais j'ai réfléchi avec les téléspectateurs. Combien de mois il a été absent? Nous sommes même en droit d'exiger son bulletin de santé. Parce qu'il a besoin de se reposer. Il est important pour la République. Il a de l'expérience à partager et à enseigner aux générations futures. Plusieurs mois durant, il était malade. Il a été victime d'une ouverture de la tête. Non, mais ce monsieur doit se reposer. Et aujourd'hui, effectivement, puisqu'il n'est pas présent, qui dirige la CENI? Un membre effectif et actif du PPRD. Mais c'est la plénière de la CENI qui décide. Il ne faut pas oublier que cette CENI est issue de l'Assemblée nationale. Vous avez décidé à ce qu'il y ait eu la plénière. Alors, c'est ce qui doit m'empêcher, moi, de critiquer, de réfléchir en lieu et place de la population. Vous avez l'impression que vos représentants là-bas ne font pas bien leur travail? Madame, nous aurions voulu que nos représentants là-bas, lorsque quelque chose ne va pas, qu'ils en parlent, qu'ils tirent la sonnette d'alarme. Au lieu de prendre la forme, être une sorte d'eau, prendre la forme du contenu, puisque nous savons que cette CENI, madame, je voudrais bien que l'avenir me donne raison. Mais tout aujourd'hui nous montre que la CENI est inféodée par le pouvoir. Vous n'avez qu'à observer. On a donné le calendrier électoral depuis le 12 février, si ma mémoire ne me trahit. Mais combien de reports on a eu, rien que pour la clôture de dépôt de candidature, rien que pour le contentieux. L'organisation de cette élection de gouverneur, enfin très contestée, des nouvelles provinces créées, tout ça, n'est-ce pas qu'on devait avoir des élections dissipées? On devait commencer la campagne électorale pour les provinciales. Est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Et tout ça, c'est un problème. Vous parlez d'une CENI inféodée au pouvoir? Oui. Mais inféodée par le régime actuel. Inféodée par le régime actuel. Mais puisque vous savez que c'est le cas, pourquoi ne pas parler directement avec ce pouvoir? Non, en ce qui nous concerne, nous ne cesserons de le dire, nous avons besoin d'une Assemblée nationale assez progressiste, assez rationnelle, responsable. On peut beau avoir une majorité, mais la majorité, les prétentions et le pouvoir de la majorité doit être encadré par la loi. Ce n'est pas parce qu'on a une majorité que demain on vient, on dit non, le mandat de M. Kabila doit être revu à la hausse, il doit faire 7 ans, et non, on va réviser la Constitution. Non, ce sont des articles intangibles. Et ce serait trahir la République. Ou bien, comme un de mes collègues que vous connaissez aujourd'hui, nouveau membre de la majorité, dit non, il faut une transition de 3 ans pour permettre, parce que le véhicule est déjà en panne, même si vous changez. Non, 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 non. C'est un avant-gardiste aussi, il est assez lucide, parce qu'on va le citer. Il ne s'agit pas de lucidité. Pessim Alex, c'est de l'ex. Madame. Son nom, moi je veux le citer. Oui. Son nom, il dit 3 ans, c'est assez raisonnable. Et c'est sur quelle base? Ce serait sur quelle base? Madame, moi je suis jaloux de ces pays, avec tous mes compatriotes, tous les jeunes qui nous suivent à cet instant. 16 ans de transition, 1990-1990 jusqu'en 2006, qu'on a eu une transition. C'est fini, madame. Puisqu'ils disent que le Congo est debout. Oui, mais ne rampons plus. La transition recule. Autant organiser des élections, qu'on ait un président, qu'on continue
Madame, dans le monde contemporain qui n'avance pas recule, c'est comme ça qu'ils vont faire du Congo un pays émergent. C'est comme ça qu'ils vont donner des TGV à ces pays qu'ils ont promis, qu'ils vont donner des paquebots à ces pays et que nous ne voyons pas encore. L'heure du bilan a sonné. On n'a pas besoin d'une transition dans ces pays, une autre transition. Qu'advienne que pourra, nous sommes les porte-parole du peuple. Et qu'ils comprennent qui veut. Ceux qui veulent glisser, ils vont glisser parce que le peuple congolais, la République démocratique du Congo est debout. Puisque nous sommes debout. Ceux qui vont glisser, le peuple congolais va les écraser. Et ça, nous le disons. Et c'est pourquoi même, nous informons toute l'opinion que le 15 septembre, nous organisons un grand meeting, un méga meeting, dans un lieu que nous allons fixer. Nous allons distribuer des flyers pour en parler. Nous allons organiser un grand meeting pour préparer le peuple congolais, que ce n'est pas pour elle qui le dit. Mais c'est la Constitution, à l'article 64, qui dit que quiconque veut prendre le pouvoir par la force, ou s'y maintenir par la force, comme c'est le cas, ils veulent se maintenir en violation de la Constitution, en organisant une transition, en organisant un glissement, le peuple congolais, au regard de l'article 64, nous allons les écraser parce qu'ils vont glisser, ils vont tomber. Nous allons les écraser. Vous n'appelez pas à la révolte quand même de c'est l'article 64. L'incitation à la haine, vous savez que c'est... La haine contre qui, madame? L'incitation à la révolte est punissable, je crois. Dans madame, c'est la Constitution. Je suis en face d'un avocat. Mais bien sûr, c'est la Constitution et c'est l'article... L'appel à la révolte, madame, le code est réprimandé par le code. Lorsque l'article 64 de la Constitution donne ses devoirs sacrés, tout Congolais a le devoir de s'opposer à tout individu ou groupe d'individus. Alors, ok, on fera un procès contre la Constitution. La Constitution, c'est notre loi suprême. C'est le socle de la vie nationale, madame. Donc, on ne peut pas dire que lorsque la Constitution le dit, non, c'est une incitation. Non, c'est la Constitution qui nous appelle de faire échec. Encore que cette Constitution ne nous dit pas comment. La Constitution ne nous dit pas comment. Hein. Et tous les moyens sont bons pour faire échec justement à tout individu ou tout groupe d'individus comme cette majorité qui veulent glisser le peuple congolais au regard de l'article 64, puisqu'ils vont glisser le peuple congolais qui est debout. L'expression n'est pas de moi, de M. Joseph Kabila. Le Congo, puisque le Congo est debout, le Congo va écraser ceux qui vont glisser. Et à bon entendeur, salut. Là, je crois qu'ils n'est pas en train de nous menacer ou de menacer quand même. En tout cas, au nom du peuple congolais, nous sommes en droit de menacer tous ceux-là qui veulent glisser. Le peuple congolais les écrasera. On parle quand même de ce dialogue. Revenons d'abord sur Némanda Ntsemi. Encore faudrait-il, il ne faut pas seulement organiser les élections pour les organiser. Il faut organiser les élections pour qu'ensuite qu'il y ait la stabilité. Comme l'a dit Némanda Ntsemi, il ne suffit pas seulement de changer des chauffeurs dans le véhicule. Faudrait-il encore réparer ces véhicules s'il est complètement détruit? Vous ne pensez pas que c'est assez lucide comme réflexion et que c'est assez raisonnable? Madame, gouverner, c'est prévoir. Lorsque vous êtes au pouvoir, vous avez 5 ans pour préparer les conditions optimales pour la pérennité de la République, pour la survie de la nation. Ce n'est pas à la dernière seconde que vous allez vous réveiller comme par enchantement pour dire non, je n'étais pas prêt pour sur tel ou tel autre aspect. C'est une preuve d'échec. Justement, puisque le pouvoir dans une démocratie appartient au peuple, il lui appartient de donner son dernier mot par des élections. S'il trouve que... Ou par un référendum, vous n'êtes pas... Aucunement. Il n'y a pas... Madame... Vous parlez de ce peuple-là. Est-ce que l'opposition aujourd'hui serait prête à accepter un référendum? Pourquoi faire? Madame, une constitution qui n'existe, qui n'est d'application qu'il y a moins de 10 ans. Mais pourquoi les gens doivent toujours condamner l'Afrique à ce continent qui ne doit pas compter dans l'histoire? Un continent qui n'est pas entré dans l'histoire. C'est fini, madame. Mais cette constitution ne vous dit pas quand est-ce qu'il faut changer? Non, madame. Réviser ou faire un refus. C'est prévu par cette même constitution. Mais il reste, n'est-ce pas qu'on a révisé certains articles? Et on peut encore le faire et ou soumettre? Oui, mais pas par exemple les articles intangibles. Ou même faire des révisions tacites. Non, ça nous n'en voulons pas. Parce que organiser une transition, il faut une base légale pour cela. Accorder un autre mandat. Madame, il n'y a pas une élection aussi stratégique et c'est pourquoi elle est prévue. C'est pourquoi son calendrier est même prévu dans la Constitution que l'élection présidentielle. C'est pourquoi son calendrier est fixé dans la Constitution. On donne même la date de la convocation
du scrutin, quoi, du corps électoral. C'est dans la Constitution. Alors, on ne doit pas blaguer avec cette échéance électorale. Non, non. D'aucuns pensent, très rapidement, parce qu'on va très bientôt terminer, d'aucuns pensent que c'est carrément l'opposition qui ne veut pas aller aux élections. On prend par exemple certaines de vos exigences, vous demandez l'enrôlement de tous les électeurs. Oui. Avec quel argent, avec quel temps, vous ne prenez pas compte, vous ne tenez pas compte de tout cela. Avec si on arrive à mettre en application cette revendication de l'opposition, vous êtes sûr que vous êtes certain avec nous qu'on va glisser. Madame, est-ce qu'en 2006, avant les élections, on n'a pas enrôlé les électeurs? On a commencé en 2005. Est-ce qu'en 2010, on n'a pas commencé l'enrôlement des électeurs? On l'a fait. Pourquoi maintenant ça doit devenir un sujet tabou? Et puis, cette CENI, c'est l'une des preuves de son échec. La loi dit que la CENI devrait mettre à jour le fichier électoral. C'est un travail d'ailleurs qui devait être fait si l'État existait, enfin, le rouage de l'État fonctionnait normalement. Mais le fichier électoral devait être revu, devait être mis à jour chaque année au travers du service de l'état civil. Mais aujourd'hui, on procède par SR, c'est ça. Il y a des gens qui veulent condamner. Vous avez refusé l'ONIP, alors venez pas vous plaindre. Hein, s'il n'y a pas, quel ONIP? Il n'y a pas ça, vous avez refusé. Quel ONIP? Laissez l'ONIP reposer en paix cette initiative, en tout cas qui est partie de tristes mémoires. Nous sommes la République démocratique du Congo, les institutions sont prévues par la loi et nous pensons que nous devons faire mieux les choses. Nous ne voulons pas de ces dialogues, nous ne voulons pas de glissement. Loin de nous l'idée de voir M. Kabila aller au-delà de 2016, particulièrement le 20 décembre 2016, puisque nous avons dit qu'il a le destin en main, qu'ils aillent très vite dans l'organisation d'un référendum, qu'on puisse identifier les électeurs, qu'on organise des élections l'année prochaine. Le peuple congolais ne demande pas mieux. Vous ne jurez que par cette constitution, oui. Vous ne jurez que par la constitution et le respect des différents articles qui s'y trouvent de bout en bout. Demain, c'est déjà la rentrée, c'est une autre session extraordinaire qui vient d'être convoquée au Sénat, du reste constitutionnel. Cette convocation vous a vu vous rejoindre un peu plus trop hein, par rapport lors de votre point de presse, vous dire que non, vous étiez content du Sénat, mais voilà que le Sénat vient d'être rappelé pour essayer éventuellement de voter les annexes de cette loi portant répartition de sièges. Vous êtes débouté quand même. Nous ne sommes pas déboutés. Nous pensons que les sénateurs, ce sont des grandes personnes, ce sont des grandes personnalités, même si dans la chambre basse, plusieurs nostalgiques s'évertuent toujours à dire nous, les élites directes du peuple. Mais moi, je me permets avec le peuple, justement, de rappeler aux sénateurs qu'ils ont acquis de l'estime de la part de cette population après la semaine du 19 au 25. Ils ont montré, en tout cas, leur magnanimité, leur grandeur. Ce qui vient de se passer est quand même assez insolite. Vous savez, il y a la lettre et l'esprit de la Constitution. Je me souviens de celui qui a tenu ce point de presse. Il était parmi les rapporteurs du Sénat. La disposition interdisant la multiplicité de sessions extraordinaires dans les règlements intérieurs. Et lorsque c'était dit, c'est dit dans la Constitution qu'une session extraordinaire peut être organisée à côté d'une session ordinaire, la ratio legis de cette disposition, c'est qu'il a été constaté qu'il y a des députés ou des parlementaires qui restent en session pendant tout le temps et ne savent pas aller dans leur province pour faire la restitution, pour être en contact avec les électeurs. C'est pourquoi, dans les deux règlements intérieurs, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, il a été prévu clairement qu'il n'y a qu'une seule session extraordinaire et la matière à traiter lors de cette session extraordinaire doit être limitative. Et lorsque cette matière n'est pas épuisée au 30e jour de cette session extraordinaire, c'est renvoyé directement à la prochaine session extraordinaire et traité de manière prioritaire. Alors, vraiment, on a besoin d'aller à Harvard
d'aller faire l'université ou d'être ministre de l'information ou porte-parole. Non, on a besoin juste de rentrer dans la Constitution, cette fameuse Constitution que vous voulez tant défendre en son article 116, comme l'a eu à le rappeler le porte-parole du gouvernement. On n'a pas limité les nombres de sessions extraordinaires. Il a été au Sénat, je le lui rappelle s'il l'a oublié, parce qu'il s'agit du porte-parole du gouvernement. Lui ignore, c'était lui le rapporteur. Il ignore quel est le fondement de cette limitation de sessions extraordinaires. Mais justement, il y a la lettre et l'esprit. Madame, la Constitution est là, mais il y a des lois d'application. Les règlements intérieurs, c'est une loi, madame. Ça a été jugé conforme à la Constitution. Sa force des lois. Les règlements intérieurs prévoient une seule session. Il faudra alors... je sais pas. Je sais qu'au niveau de l'Assemblée, il y a vos règlements qui posent problème parce que jusqu'à présent, on continue, oui, bien sûr. Je ne suis pas d'accord avec ça. Prendre le temps d'harmoniser tout cela. Non. Parce qu'on sait que l'article 116 est clair, on n'a pas limité. Madame, encore que là, c'est vous qui avez dit, parce que lorsqu'un autre député va le dire que ce n'est pas clair là-bas, on va l'envoyer au comité des sages. Mais la réalité, c'est celle-là, qu'il n'est pas normal, en pleine législature, qu'on puisse continuer à toucher les règlements intérieurs, les règles du jeu, on les fixe avant le début d'une compétition. Parce que moi, je suis de l'Assemblée nationale, mais ce comportement, moi, je ne l'apprécie pas, je ne l'approuve pas. Il viendra le temps quand même. Avant la rentrée prochaine, on aura le temps de passer en revue quand même la gestion des choses au niveau de l'Assemblée nationale, qui pose comme un problème. On aura le temps de parler de ça à large. Je serai disponible. Mais madame, pour revenir sur le Sénat, très rapidement sur le Sénat, cette session extraordinaire est illégale. C'est pourquoi nous pensons que les sénateurs qui ont vraiment le souci du Congo, qui portent le Congo à cœur, qui pensent qu'ils ont aussi un avenir dans ce Congo, parce que demain, ils peuvent se présenter candidats à gauche ou à droite. L'histoire nous jugera. Nous avons demandé dans le cadre de la dynamique de l'opposition que ceux qui se réclament vraiment de l'opposition, qui ne prennent pas part et qui dénoncent cette session extraordinaire qui va commencer demain. Parce que la République démocratique du Congo, c'est notre seul patrimoine. Nous devons les sauvegarder. Nous devons être rationnels. Nous devons être responsables devant nos charges. Et faire le contraire, c'est trahir la République démocratique du Congo. Or, notre père Mouzé nous a demandé de ne jamais trahir le Congo. Alors, cette seconde session, qu'on le veuille ou pas, est peut-être illégale, mais constitutionnel, disons-le quand même. Ça ne vous engage que vous. Très rapidement. Parce que le règlement a été jugé conforme à la Constitution. Donc, et lorsque ça viole le règlement, vous n'allez pas dire que c'est constitutionnel. Alors très rapidement, une toute dernière question. Tout au début de cette émission, je vous parlais des différentes tendances existantes au sein de l'opposition, opposition nationaliste, citoyenne, opposition républicaine, opposition à la dynamique d'action de l'opposition. Autour, avec toute cette panoplie de tendances, est-ce que l'opposition peut être une alternance crédible? L'opposition est une alternance crédible. L'opposition est plus que jamais unie, la vraie opposition. Parce que toutes ces tendances qui multiplient, vous savez, ça procède du souci de positionnement. Lorsque Paul qui vous parle n'a pas besoin d'aller commander de l'argent, d'aller commander des postes, il n'a pas besoin d'aller aux concertations nationales. Vous aimez bien prêter les intentions. Excusez-moi, madame Homé. Vous oubliez, mais ceux qui sont entrés au gouvernement, la fameuse opposition républicaine dont vous parlez, mais elle est partie d'où? Ce n'est pas des concertations nationales qui sont parties aujourd'hui, certains se retrouvent au gouvernement. D'autres qui pensaient aller à ces concertations nationales pour avoir des postes ministériels. Ils se sont retrouvés nulle part et aujourd'hui, ils nous ont rejoints dans la dynamique. Soyons constants. Nous ne servons pas un homme, nous ne servons pas nos poches ou nos familles, servons la République. Aimons cette République. Si vraiment nous aimons cette République, il n'y aura pas multiplicité d'oppositions, gna ou machin. Nous aurons une opposition. Tous ceux qui ne... Et c'est même, madame, c'est inadmissible pour de grands... Vraiment rapidement, nous avons une loi qui régit l'opposition. Tous ceux qui ne soutiennent pas les programmes du gouvernement sont de l'opposition. Et cette loi ne connaît ni opposition républicaine, ni opposition citoyenne, ni opposition nationaliste, ne connaît qu'une opposition. Et ceux-là qui font le jeu du pouvoir, ils ne sont pas de l'opposition. Mais le peuple, le grand juge,
aura à apprécier réellement qui est opposant, qui ne l'est pas. Il n'y a pas, en tout cas, un baromètre pour apprécier le niveau de l'opposition de tel ou tel autre individu. Nos actes nous trahissent, nos déclarations nous trahissent, nos attitudes nous trahissent. En ce qui nous concerne, nous sommes des forces acquises au changement, l'aile dure de l'opposition. Nous voulons le changement, nous exigeons l'enrôlement de tous les électeurs, nous refusons le dialogue, nous voulons qu'on aille rapidement, nous refusons le glissement. Quiconque va glisser au nom du peuple congolais et au regard de l'article 64, nous l'écraserons. Et nous répétons que le 15 septembre, nous organiserons un grand meeting dans un lieu que nous allons vous fixer. Je vous remercie, madame. Albert Fabrice Pouella, merci d'avoir été de notre ce soir. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Je remercie le député national Albert Fabrice Pouella d'avoir été de notre ce soir. Je vous remercie également, chers téléspectateurs. Je sais que vous étiez nombreux à nous suivre dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Surtout, n'hésitez pas de nous appeler, contactez-nous par le biais de notre page Facebook ou par le biais du numéro affiché en bas de l'écran. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de Congo Web Télévision, mais surtout un excellent début de semaine à vous toutes et à vous tous. On se dit au revoir et à dimanche prochain.